Bonsoir à tous et bienvenue sur le LC Mag. Ce soir, c'est la maison du peuple Guy Moquet qui nous accueille pour cette 7e émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi Taubira. 20 ans après, où en sommes-nous? Pour répondre à notre problématique, deux invités seront avec nous tout au long de l'émission. Nous avons en première partie la chronique Gossip News, un nouveau numéro de Anna et Dorian. Suivi du grand reportage orchestré par nos reporters Apolline, Shainez et Trisha. Et pour finir, V-Show, la chronique de Jimmy. Nous allons maintenant accueillir nos invités spécialistes de la question de l'esclavage. Notre première invitée est une femme politique française connue pour son engagement pour la mémoire des tirailleurs sénégalais. Elle s'engage aussi pour nommer des rues, des places ou des écoles en hommage aux héros noirs oubliés de l'histoire. Aujourd'hui, elle est chargée de mission à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Aïssata Seck, bienvenue et merci d'être là. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour la mémoire de l'esclavage en 2020 ? La mémoire de l'esclavage, c'est un vaste mot. Je suis engagée sur, entre guillemets, les politiques mémorielles. Faire reconnaître l'histoire, comme vous l'avez annoncé au début, l'apport des troupes coloniales pendant les différents conflits mondiaux. Et la mémoire de l'esclavage, on va dire que c'est la suite logique de mon engagement associatif. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir allier engagement citoyen et engagement professionnel. Et quand j'ai eu la possibilité d'intégrer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, je l'ai saisie, j'ai postulé et je travaille aujourd'hui sur ces sujets en tant que responsable du programme Citoyenneté, Jeunesse et Territoire. Et je pense qu'on va pouvoir y revenir au cours de l'entretien. Mais voilà, ce sont toutes ces choses qui ont fait que je me suis engagée sur ces sujets. Inscrire l'esclavage colonial dans le récit national français, faire en sorte que tous les citoyens français puissent se saisir de cette histoire, puissent la connaître et surtout puissent avancer avec les valeurs républicaines que nous portons au sein de la Fondation, que sont la jeunesse, la cohésion nationale, et de faire en sorte en fait que les personnes qui se sentent oubliées et que toute cette diversité, toute cette richesse qu'est la France puisse être connue du monde entier. Notre deuxième invité est un historien et auteur de nombreux ouvrages qui nous concernent tous, notamment les abolitions de l'esclavage. Membre du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et chevalier de la Légion d'honneur, professeur émérite à l'université. Bienvenue à Marcel Dorini. Bonjour. Bonsoir Monsieur Dorini. Alors j'ai une question pour vous. À quel moment de votre vie avez-vous réalisé personnellement qu'il fallait mener un combat autour de la traite et de l'esclavage ? Eh bien, écoutez, c'est un itinéraire un peu compliqué parce que je ne suis pas issu, moi, d'une société d'Afrique ou des Antilles ou de l'océan Indien. Je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, mais c'est mon travail d'historien j'ai travaillé très tôt comme tout jeune historien sur la Révolution française. Et là, j'ai été confronté à l'émergence, à la fin du XVIIIe siècle, du premier mouvement anti-esclavagiste français, la fameuse Société des Amis des Noirs. Elle m'a télescopé en quelque sorte, et j'ai travaillé beaucoup sur ce milieu, et de comprendre quelles étaient les motivations, quels étaient les objectifs, quelle était la sociabilité de ces gens, qui étaient évidemment issus des élites. Nous ne pouvons pas s'imaginer que c'était des gens du peuple, c'est pas possible à l'époque. Et à partir de là, je me suis engouffré en quelque sorte dans le sujet, je suis rentré dedans et je n'en suis pas sorti. J'ai travaillé beaucoup sur les mouvements anti-esclavagistes aux Antilles, dans l'océan Indien, sur l'indépendance d'Haïti, bien sûr, Saint-Domingue devenant Haïti, les guerres de rétablissement de l'esclavage mené par Napoléon. On en parlera peut-être, puisque en ce moment c'est l'anniversaire de la mort de Napoléon, donc on parle beaucoup de Napoléon et pas beaucoup de cette question, donc il faut absolument en parler, que Napoléon a été l'auteur, l'instigateur du rétablissement de l'esclavage, il ne faudra pas oublier. Donc voilà, moi je me suis engouffré dans ce sujet et je n'en suis pas sorti. J'ai publié beaucoup de livres, comme vous l'avez dit, et j'en publie encore, des ouvrages collectifs. J'ai organisé à l'Université de Paris 8, donc pas très loin d'ici, à Saint-Denis, des colloques importants sur cette question. En 1994, pour le bicentenaire de la première abolition de l'esclavage, celle dont personne ne parlait jamais, celle de la Révolution. 1802,
2002, on organisait un grand colloque international pour le rétablissement de l'esclavage. À l'époque, personne n'en parlait. C'était même pas dans les manuels scolaires. Donc on a fait un gros effort de médiatisation. Il y avait beaucoup de monde à ce colloque, y compris d'ailleurs les radios et télévisions à l'époque. Et depuis, quand même, ce sujet est connu. Même si aujourd'hui, célébrant Napoléon, on a un peu tendance à oublier dans certains milieux, pas partout. Donc voilà, mon engagement est là et j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a amené évidemment à beaucoup voyager aux Antilles, beaucoup voyager en Afrique, sur les lieux, là où les populations vivent, là où il y a les archives, là où s'est passée cette histoire. Voilà. Merci. Et je continue. Ouais, merci beaucoup. Dans la rubrique qui va suivre, 2 chroniqueuses se sont penchées sur la loi Taubira. Vous la connaissez? Elles nous l'expliquent en quelques mots. Elles sont jeunes, belles et talentueuses. Voici Dorian et Anna. Je vous laisse découvrir leur travail, le Gossip News. Et on souhaitera un joyeux anniversaire à Christiane Taubira de la part de Dorian. Non, plus sérieusement, un grand bravo aux filles pour leur travail car elles ont éclairé sur le sujet aujourd'hui. Dans la vidéo, Anna nous dit que la loi Taubira est promulguée en 2001. Quand on regarde l'historique de cette loi, comment peut-on expliquer que le processus soit aussi long ? Alors, le processus est long, on parle déjà de 2001, mais avant 2001, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées par des acteurs associatifs. J'ai envie de parler par exemple du CM 98 qui a impulsé une marche en 1998 justement pour parler de ces sujets. Donc c'est long, effectivement c'est extrêmement long. Il faut pouvoir proposer des lois, il faut pouvoir échanger avec les députés à l'Assemblée nationale et il faut pouvoir faire en sorte, quand on veut proposer une loi comme celle-ci, d'essayer d'obtenir une unanimité. Et ça, ça reste compliqué. Le travail a été fait par Christiane Taubira, mais bien évidemment avec des chercheurs, des historiens, des acteurs associatifs qui ont travaillé sur le sujet. Et en 2001, quand Christiane Taubira porte cette loi et quand cette loi est présentée par Jean-Marc Ayrault, l'actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et qui était à l'époque président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, on obtient une unanimité de l'ensemble des députés, chose qu'on n'aurait peut-être pas obtenue aujourd'hui vu des sujets encore complexes et difficiles à aborder et vu ce qu'on peut entendre dans l'actualité et qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Donc ce sont des sujets difficiles à aborder, c'est difficile aussi de mettre la France en face de cette histoire qui est la nôtre et de dire qu'elle a commis pendant des siècles un crime contre l'humanité. Le mettre en avant, c'est une chose, le proposer dans le cadre d'une loi, c'est une chose encore et un grand pas en avant, et le fait d'avoir proposer cette loi et d'avoir été votée à l'Assemblée nationale, ça permet bien évidemment d'avancer sur un certain nombre de choses, notamment les programmes scolaires, notamment le fait qu'on ait 2 dates nationales qui permettent aux villes de commémorer soit le 10 mai, soit le 23 mai, et bien évidemment de permettre à l'ensemble des citoyens français, des jeunes, de se saisir de cette histoire et d'en apprendre plus quotidiennement. Marcel, vous voulez peut-être compléter ? C'était très complet. Oui, un peu pour souligner la complexité du vote de cette loi. Je rappellerai qu'en 1998, pour le bicentenaire de le 150e anniversaire de la deuxième abolition, celle de 1848, il y a eu un très vaste mouvement dans la société française.
au niveau le plus élevé de l'État, bien sûr, mais surtout au niveau associatif, municipal, comité d'entreprise, etc. Il y a eu plus de 300 manifestations pendant cet été 98 autour de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. La deuxième, l'abolition définitive. Et c'est de cette mobilisation qu'est sorti le projet de loi porté par Christiane Taubira. Alors je rappellerai que Christiane Taubira a présenté son projet de loi pour la première fois en février 1999 à l'Assemblée nationale, qui a provoqué un très grand débat. Il y a eu on a des déclarations que leurs auteurs n'aimeraient peut-être pas qu'on les rappelle aujourd'hui, tellement c'est violent contre la loi. Et finalement, à l'Assemblée nationale, la loi a été votée à une large majorité. Mais après, elle est passée au Sénat. Et au Sénat, elle a été rejetée. Le Sénat a voté à la place de cette loi, une loi avec un article unique, toute forme d'esclavage est condamnable. Ce qui ne voulait absolument rien dire, c'est déjà dans la Constitution, c'est déjà dans la Déclaration universelle de l'ONU, c'était pas la peine. Donc la loi est repartie en quelque sorte dans le débat public jusqu'au mois de mai 2001. Donc encore 2 ans de discussion. Un approfondissement où il y a eu beaucoup de mobilisation partout. Et finalement, quand la loi est revenue à l'Assemblée nationale d'abord, puis au Sénat, la même loi, le même texte, et je répète, c'était les mêmes sénateurs, les mêmes députés, il n'y a pas eu d'élection entre-temps, c'est les mêmes qui ont modifié leur point de vue, et au Sénat, la loi a été votée à l'unanimité. Alors, attention. Je me souviens, quand j'étais membre de la commission présidée par Régis Debray sur les relations franco-haïtiennes, nous avions reçu Robert Badinter dans cette commission. Et il était, lui, point de vue juridique, il était très réservé sur la loi Taubira, parce qu'il dit on condamne un crime qui a eu lieu il y a plus de 2 siècles, il y a un crime sans criminel, donc ça n'a pas de sens juridiquement. Bon, alors je lui ai dit, moi, écoutez, ça a été voté à l'unanimité. Vous étiez sénateur, ça a été voté à l'unanimité. Il m'a répondu, l'unanimité, ça veut dire que personne n'a voté contre. Je lui ai dit, personne n'a osé voter contre. Il me dit, oui, ça doit être ça. Personne n'a osé voter contre. Le débat avait atteint un tel niveau que se prononcer contre cette loi, c'était en quelque sorte se discréditer. Donc il y a eu beaucoup d'abstentions et les autres ont voté pour. Personne n'a voté contre. Mais comment vous expliquerez alors, parce que je reviens sur ce que vous dites, mais vous dites que finalement ils ont changé d'avis. Comment dire ? La maturité de l'opinion publique qui s'est mobilisée. Il y a eu des manifestations partout. Il y a eu des rassemblements, il y a eu dans les syndicats, dans les entreprises, dans les municipalités. Il y a eu un mouvement qui a amené à dire que c'était pas possible de dire non. Un mouvement populaire qui a été organisé par beaucoup d'associations, de syndicats, etc. Et on a abouti à ce vote dans des conditions qui étaient exceptionnelles. Alors peut-être qu'aujourd'hui on ne l'aurait pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant la loi est là, personne ne la remettra en cause. Parce qu'abroger cette loi, ce sera un acte absolument terrible que personne n'osera faire. Tant mieux. On l'appliquera plus ou moins. Elle permet des avancées, en plus. Elle a permis des avancées. Alors, cette loi est importante parce que ce n'est pas le zéro absolu, ce n'est pas le point de départ. Avant, il n'y avait rien. Non, c'est pas vrai. Il y a eu des choses avant. La preuve, en 98, il y a eu beaucoup de choses. Les historiens avaient travaillé sur cette question depuis longtemps, mais peut-être entre eux un peu. Ça ne déversait pas sur l'opinion publique. En 1994, pardon, quand on a fait ce colloque de très grande ampleur, qui a duré 1 semaine, à Paris 8, sur le premier anniversaire, le bicentenaire de la première abolition de l'esclavage, beaucoup étaient surpris. Ah bon, il y a eu de l'abolition, on ne sait pas. Alors la réponse était simple, oui, parce que la Révolution a aboli l'esclavage, mais ça a duré que 8 ans, parce que 8 ans après, Napoléon a rétabli, donc on n'en parle pas. Mais non, il faut en parler, justement. Parler de cette abolition, ça permet de rappeler qu'en 1802, Napoléon a rétabli l'esclavage. On a osé le faire. Et on est le seul pays à l'avoir fait. La France est le seul pays à avoir aboli 2 fois l'esclavage. Alors il est vrai que les autres n'avaient pas aboli la première fois. Sous la Révolution, la France est le seul pays à abolir. C'est un des arguments de Napoléon, d'ailleurs, on est tout seul, on ne peut pas continuer comme ça, il faut être comme les autres, il faut rétablir l'esclavage, parce que dans la concurrence commerciale, etc., les autres ont l'esclavage, nous on ne l'a pas, il faut rétablir. C'est un des arguments. Oui, il donne l'argument économique. Et après, pendant 46 ans, on a 300 000 personnes qui ont été mises en esclavage. Et il a fallu attendre 1848 pour l'abolition. Et surtout, parce qu'il y a eu un certain nombre de révoltes, notamment à Saint-Domingue, qui ont été portées par des esclaves, très clairement, et qui ont fait en tout cas qu'il y a eu cette abolition en 1848. Mais au-delà des révoltes, on a aussi des personnes comme Lamartine, comme Victor Schœlcher aussi, qui ont impulsé cette dynamique et qui ont permis cette abolition en 1848. Mais justement, on y reviendra tout à l'heure avec le reportage et les prochaines chroniques.
On enchaîne? Et maintenant, nous allons donner la parole à notre équipe de reporters, Trisha, Apolline et Shainez, qui sont allés à la rencontre de Courneuviennes et Courneuviens pour parler de la loi Taubira. Découvrons ensemble leur reportage avant de les accueillir sur le plateau. Est-ce que tu connais la loi Taubira? Non, je vois pas c'est quoi. Non, je la connais pas. Non, franchement, je ne connais pas la loi. La loi Taubira. Non. Alors aujourd'hui, on va interroger des passants dans la rue pour leur demander s'ils connaissent la loi Taubira. C'est parti. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter en quelques mots? Je m'appelle Exoji, j'ai 16 ans et je suis lycéen au lycée Henri Wallon. Je m'appelle Anne, j'ai 40 ans et je travaille dans le marketing et j'habite à La Courneuve depuis 6 mois. Je m'appelle Mohamed Diabarate, je suis sénégalais d'origine malienne. Je m'appelle Eta, j'ai 33 ans, je suis chargée d'accompagnement social. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu connais la loi Taubira? Non. J'en ai jamais entendu parler. Alors, la loi Taubira, c'est une loi qui reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Donc ça a été mis en place en 2001. Et est-ce que tu trouves ça normal que l'esclavage a été aboli en 1794 et que ce soit seulement en 2001 qu'il soit reconnu comme crime contre l'humanité? Bah non, c'est pas normal parce qu'il y a eu des humains bien avant et tout le monde doit être égaux dès le début de l'ère. Donc moi je trouve que c'est pas normal. Comme tu dis, ça fait 20 ans elle existe, mais j'en ai jamais entendu parler. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que quand même, ça a touché une grande partie de la population noire. Et est-ce que tu en as déjà entendu parler en cours ou quoi que ce soit? Non. Et est-ce que tu penses que ça devrait être obligatoirement ou beaucoup plus appris en cours ou juste abordé? Oui, parce que c'est un sujet important. Donc ça doit être le plus souvent abordé en cours. L'esclavage a été reconnu comme un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'on en a fait? Le fait que ce soit reconnu et après. Est-ce qu'on en parle aux élèves dans les écoles? Donc ça, c'est des questions qu'on peut étudier avec les élèves, notamment en EMC, dans la question des noms de places et de lieux et des statuts qui occupent l'espace public. Dans le cadre des programmes scolaires, on peut aussi estimer que peut-être la place dévolue aux traites et à l'esclavage, à l'abolition de l'esclavage, est trop faible par rapport à son importance dans notre histoire. Mais c'est toujours complexe puisque en histoire, aujourd'hui, on doit faire par exemple avec les premières technologies qu'entre 6 et 8 heures de cours sur la Révolution française et l'Empire. Et donc souvent, on ne passe qu'une demi-heure sur la question de l'esclavage. D'abord l'abolition, puis le rétablissement de l'esclavage. Comme je t'ai dit, c'est important. Mais après, la plupart des jeunes d'aujourd'hui, ils y pensent pas à ça. La traite négrière est une histoire qui nous a tous marqués, surtout nous les Noirs. Les descendants d'esclaves, est-ce qu'elles ont eu une indemnisation? Je pense que ça aussi c'est un critère dont on ne parle pas assez. Cela a affecté beaucoup d'Africains. Donc du coup, c'est important que cette loi puisse être reconnue par tout le monde. Crime qui a été aussi perpétré par la France. Du coup, est-ce qu'il n'y avait pas des difficultés à la France à assumer en fait ce côté où ils étaient des esclavagistes aussi? Donc ça, c'est bien. On peut dire qu'il y a eu peut-être une partie de la société française qui a voulu gommer tout ce qu'elle a pu retirer de l'esclavage, tous les bénéfices qui ont pu être obtenus de l'esclavage et de ses suites. Il a fallu qu'une femme noire soit au pouvoir, donc c'est symbolique ça aussi derrière. C'est une femme noire qui est originaire des îles et qui a pu faire reconnaître cette loi. Ça rend la chose un peu plus forte en plus. Oui, c'est symbolique. Et en plus, je veux dire, l'esclavage, c'est un sujet que moi, quand j'étais au collège, on a traité. On parlait d'esclavage, etc. On parlait de l'histoire des Africains. Mais l'Afrique, elle a une histoire en dehors de l'esclavage. Et je trouve que c'est dommage également qu'on ne parle pas de cette histoire en dehors de l'esclavage. L'Afrique, elle ne se résume pas seulement à l'esclavage, malheureusement. Bonsoir les filles, bienvenue sur le plateau du LC Mag, comme à votre habitude. Alors premièrement, bravo pour votre reportage. On écoute peut-être l'avis de nos invités sur votre travail et après on vient à vous parce que je crois que vous avez des questions.
Réagir au reportage, oui. Dire que évidemment c'est un sujet qui est peu connu encore du grand public, peu connu des jeunes. Après, la loi Taubira 2001, elle a permis quand même d'inscrire ce sujet dans les programmes scolaires, même si à mon sens, je pense qu'il y a encore un manque et un manquement au niveau des programmes. La Fondation vient d'éditer une note justement pour faire le bilan des programmes scolaires et de l'enseignement de cette histoire en classe de 4e et seconde. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on souhaiterait déjà qu'on évoque ce sujet aussi à travers les révoltes, qu'on mette en avant des figures héroïques de cette histoire telles que Toussaint Louverture ou le député Bellay. Il y a un manquement. Ce qui a été révélé aussi à l'issue de cette note, c'est que dans les Outre-mer, on a un enseignement beaucoup plus poussé qu'en Hexagone, et ça, nous, on ne le tolère pas. On considère que quand un élève est issu des Outre-mer ou quand il vit en Hexagone, il doit avoir le même enseignement. Donc là, il y a ce manquement à rattraper. Et le deuxième manquement aussi qui est à rattraper, c'est que quand les élèves sont en lycée professionnel, ils ont aussi un enseignement plus poussé que les élèves qui sont dans les lycées publics et les collèges publics. Donc là aussi, on va travailler à toutes ces choses-là. Ce qu'il est important de noter aussi, c'est qu'au sein de la Fondation, on a un programme qui s'appelle le programme éducation et qui propose des outils pédagogiques à destination des enseignants. Donc on fait des formations, on a commencé les premières formations en Guyane, on en a eu plusieurs dans plusieurs académies aussi en Hexagone, et l'objectif de ces formations, c'est de proposer des outils pédagogiques différents, en tout cas qui complètent les manuels scolaires et qui permettent aux enseignants d'enseigner cette histoire de manière plus pédagogique, avec des outils différents et je ne dirais pas ludiques, mais en tout cas que les enseignants et les élèves soient plus à l'aise avec ce sujet. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, moi je voudrais souligner que aussitôt après le vote de la loi Taubira a été créé un comité pour la mémoire de l'esclavage. Je faisais partie de ce comité. Et nous avions dressé à ce moment-là, et c'est publié, c'est un ouvrage qui est publié, on peut retrouver facilement dans les bibliothèques ou dans les librairies encore aujourd'hui. On a fait un bilan de ce qui existait dans les manuels scolaires, aussi bien les manuels d'histoire que les manuels de littérature, de français comme on disait encore à l'époque. Et il y avait un certain nombre de choses, mais avec de grosses lacunes. Par exemple, on était capable de parler, dans un livre d'histoire, de l'abolition de l'esclavage de 1848, sans jamais avoir parlé de l'esclavage. On abolissait quelque chose dont les élèves n'avaient jamais entendu parler. Alors, nous avons établi un programme, un projet, soumis au ministère de l'Éducation nationale, je dois bien le dire, sans polémique, avec beaucoup de réticence. On a été parfois mal reçus. Le ministère n'avait pas trop envie de s'engager dans cette affaire. Et finalement, les programmes ont été réformés tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. Alors, maintenant, il y a deux choses. Il y a le programme et il y a l'application du programme. Dans les classes, le professeur est quand même en grande partie maître de son planning, maître de son emploi du temps. Et il peut insister beaucoup sur une question et moins sur une autre. Et ça, c'est la liberté pédagogique. Oui. La liberté pédagogique. On le voit très bien que dans certaines régions, c'est un sujet d'actualité, à Nantes, à Bordeaux, etc. Puis ailleurs, beaucoup moins. Je prends un exemple, on a donné à Briançon, bah non, chez nous c'est loin la mer, on n'est pas dans l'esclavage, on n'en parle pas. C'est très inégal sur le territoire, et très inégal selon un peu les milieux sociaux peut-être aussi. Donc il y a encore de grands progrès à faire quant à l'enseignement. Alors, deuxième chose, évidemment, c'est la diffusion auprès du grand public. La diffusion, ça se fait lentement. On ne peut pas assommer les gens, ça ne marche pas. Il faut une certaine persévérance et un dosage habile. Il faut des commémorations, il faut du cinéma. Le cinéma est un puissant vecteur de diffusion des idées. On voit les images, c'est très puissant généralement, plus que des grands discours. Mais bon, ce cinéma est souvent, pas toujours, mais arrivant sur nos écrans ici, est souvent d'origine américaine. Et il y a un regard qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Je ne veux pas critiquer, mais ce n'est pas la même histoire, pas tout à fait, même si l'esclavage est le même partout. Donc le cinéma en France est assez pauvre sur cette question. Il y a quand même quelques films, mais qui n'ont pas eu sur un grand écho. Et puis il y a évidemment tout ce que l'on peut faire dans ce qu'on fait aujourd'hui, dans des débats au niveau local, au niveau associatif, etc., des conférences, des débats, des projections. J'en ai fait beaucoup personnellement. J'ai été sollicité dans beaucoup d'endroits en France pour parler de cette question. Et généralement, il y a un grand public. Donc ça veut dire qu'il y a
une attente. Quand on propose, les gens viennent. Mais si on ne propose pas, ils ne vont pas aller chercher. Donc il faut un effort, il faut que ce thème entre petit à petit dans l'esprit public. Oui, C'est justement, extrêmement important. ça, et les filles ont préparé des questions, on vous écoute. Selon vous, quel est le rôle des médias dans la transmission de cette mémoire ? Il est extrêmement important. Déjà, vous, le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on attend des médias mainstream, c'est ce qu'on attend des grands médias. Il y a tout un travail à faire avec les médias. Marcel l'a dit, au niveau des commémorations, au niveau de la culture, au niveau des documentaires. Il existe des documentaires, même français, qui parlent de ce sujet. Il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer. La Fondation travaille sur ce sujet, le CNMHE, avant la Fondation, avait aussi travaillé sur ce sujet. Aujourd'hui, ce qu'il est important de noter, c'est qu'en tout cas, à l'occasion des 20 ans de la loi Taubira, on a beaucoup de médias qui vont se saisir de cette histoire. La Fondation a un partenariat avec France Télévisions et ça, c'est une première. C'est ce qu'on n'avait pas, on ne l'a jamais eu, c'est une première aujourd'hui. Donc, il va y avoir pendant tout le mois des mémoires une programmation autour de ces sujets avec des documentaires, des films, des reportages autour de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. On a par exemple le 10 mai au soir, en première ou deuxième partie de soirée, je ne sais plus, mais il faudra vérifier, il va y avoir un documentaire sur Toussaint Louverture, un des personnages qui a initié les révoltes à Saint-Domingue. Donc, les médias, en tout cas, ont une part importante et surtout une grosse responsabilité sur le fait de pouvoir diffuser cette histoire et que, justement, le sujet devienne beaucoup plus grand public qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous dites que les médias sont finalement le vecteur qui peut permettre de propager, mais là on comprend dans le reportage que finalement c'est pas propagé. Donc vous pensez que les médias ne font pas leur travail ? J'estime que les médias devraient aujourd'hui plus se saisir de ce sujet. Et mon rêve, ce serait que, évidemment, du 27 avril au 10 juin, on ne parle pas que de ça, mais en tout cas qu'on montre à la France entière que c'est le mois des mémoires, que c'est un sujet important, que c'est le mois des mémoires. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de Black History Month à la française. Et plus les médias en parleront, plus les médias propageront ce sujet, plus les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on a beaucoup aussi de moins jeunes qui ne connaissent pas du tout cette histoire. Vous avez fait un micro-trottoir avec plusieurs différences d'âge, et c'est important de le relever. C'est une histoire qui est encore trop peu connue. On avance lentement mais sûrement, mais en tout cas, les médias aujourd'hui s'en saisissent. On a France Télévisions, on a le magazine Alternatives économiques qui fait un numéro spécial sur l'économie de l'esclavage, en partenariat encore avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. On a France Culture, on a RFI, on a France Inter. Voilà. En tout cas, tous les médias vont s'en saisir à l'occasion des 20 ans de la loi Taubira. J'espère que ça ne sera pas uniquement à l'occasion des 20 ans et qu'en 2022, ça deviendra logique d'évoquer ces sujets. Bon, là, on va avoir un sujet le 10 mai. C'est la commémoration, c'est les 20 ans de la loi Taubira, mais c'est aussi l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand en 81. Donc, il va y avoir deux sujets, on y reviendra, entre guillemets, justement. Concurrents. En fait, on a essayé de voir si ça se corrélait et finalement, si vous en parlez, on était en plein dedans. Et n'oublions pas, on ne peut pas ne pas évoquer cet aspect ici aujourd'hui, que le 5 mai est l'anniversaire de la mort de Napoléon, qui occupe beaucoup l'actualité. Ça occupe beaucoup Vous l'actualité. avez remarqué que les médias se sont emparés du personnage de Napoléon, de la gloire de Napoléon, de la défaite de Napoléon, de la mort de Napoléon, mais que malheureusement, trop peu ont évoqué. Il y en a quand même, il ne faut pas quand même avoir un esprit trop fermé, mais trop peu ont évoqué quand même que Napoléon non seulement a fait la guerre partout en Europe, mais a rétabli l'esclavage dans les colonies. C'est quand même un phénomène unique dans l'histoire. On a aboli et lui a rétabli. Pas tout seul, bien sûr, il y a tout un ensemble autour de lui, mais c'est lui le responsable. Au plus haut niveau de l'État, c'est lui qui a signé l'arrêté consulaire qui rétablit l'esclavage. Et c'est un sujet qui fait encore débat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça fait débat, et certaines émissions de grand public commémoratives de la mort de Napoléon ne parlent pas de cette question. C'est difficile aujourd'hui, maintenant, c'est difficile vraiment de ne pas en parler. Eh bien, ça Vu arrive. tous les articles qu'il y a eu, tous oui, les débats, tous les sujets sur les réseaux sociaux. Par exemple, le Figaro a publié Ils le font à demi-mot. Un hors-série spécial, énorme, très beau, bien, avec beaucoup de photos, etc. On ne parle pas de l'esclavage. On n'en parle Figaro. pas. On n'en parle pas. Mais bien sûr, oui, c'est pas pour rien. Ça mais dépend de on n'en l'angle, parle en pas. fait. Alors, il ne s'agit pas de tout mélanger, bien sûr, mais la loi Taubira
qui met l'esclavage au premier plan, et la mort de Napoléon, on essaie de passer à la trappe. C'est pas possible. Hein, il faut bien montrer que s'il y a eu la loi Taubira, c'est parce qu'on a rétabli l'esclavage et on l'a aboli en 1848. Quand même longtemps après, 46 ans après. C'est clair. Faut oublier. 46 ans entre le rétablissement et l'abolition. Vous avez des petites Alors, ma question s'adresse à vous, Monsieur Dorigny. Selon vous, de quelle façon l'esclavagisme a impacté le monde d'aujourd'hui? Cet esclavage-là, qui est un esclavage par déportation de population, on les prend là, on les emmène là, sans leur demander leur avis et sans espoir de retour. Il n'y a pas de retour possible. Ceux qui partent, ils ne reviennent jamais. A beaucoup façonné le monde d'aujourd'hui, de plusieurs façons. D'abord, sur le plan démographique. N'oublions pas que l'Afrique a été sévèrement marquée dans sa démographie par ce prélèvement humain. Parce que 13 millions, bon, c'est beaucoup, mais c'est pas suffisant pour comprendre. On estime qu'environ pour un esclave qui embarque sur le bateau, il y en a au moins 5 qui sont morts avant. Pendant la traque, pendant la chasse, pendant le transport, de l'intérieur jusqu'à la côte. Donc si on dit 13 millions de transportés, il y en a 5 fois plus qui sont morts avant. Et qui sont les victimes? Des hommes et des femmes, mais plus d'hommes que de femmes. En gros, sur les bateaux de négriers, c'est 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Il y a des raisons à cela, bien sûr. Ce sont des êtres humains, statistiquement, entre 15 et 30 ans. Les plus jeunes, on en prend évidemment quand on ne peut pas faire autrement, mais on n'en veut pas. Le moins possible. Les vieillards, on n'en veut pas. Plus de 30 ans, on est un vieillard. Donc, cette population, entre 15 et 30 ans, c'est les forces vives. C'est ceux qui vont manquer à la population africaine. Donc, il va y avoir un déficit de naissance énorme. Un effondrement de la population africaine. Ces naissances, elles vont avoir lieu dans les Amériques. Alors, autre conséquence, évidemment, de cette traite négrière, de ce commerce d'esclaves, c'est qu'on va acheter les esclaves en Afrique, on les paye, on les achète. On les achète avec des marchandises, pas avec de l'argent. On les achète avec des tissus, des métaux, du fer, la vaisselle, la faïence, porcelaine, etc., des alcools. On importe donc en Afrique des produits fabriqués en Europe. Des produits qui en Europe génèrent du travail, de la valeur. On va les emporter, les mettre sur les côtes d'Afrique en échange de la force de travail des esclaves. Donc les Africains vont se retrouver, les dirigeants africains, les dynasties en quelque sorte qui dirigent ces États négriers africains, vont se retrouver en quelque sorte en déficit d'activité. Et ça sera une des causes du retard considérable de l'Afrique dans le développement qu'on verra. Et puis, alors, troisième conséquence, évidemment, de cet esclavage, c'est un peuplement d'origine africaine aux Antilles et dans toute l'Amérique. Pensez quand même que dans les Antilles, Cuba est un peu une exception, puisqu'il y a une forte population d'origine européenne, mais aux Antilles, c'est 85% de la population qui est d'origine africaine. Ce sont des morceaux d'Afrique qui sont transportés aux Amériques. En Haïti, c'est flagrant, évidemment, parce qu'en Haïti, l'indépendance d'Haïti a fait qu'il y a une coupure avec le reste dès le 19e siècle. Mais quand vous arrivez en Haïti, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous arrivez en Haïti, ça fait un drôle d'effet, parce que vous avez l'impression d'arriver en Afrique. C'est un morceau d'Afrique qui est transporté là-bas. Ça ne ressemble pas à la Martinique ou à la Guadeloupe, c'est un morceau d'Afrique. Vous voyez, les populations, on les a pris, on les a mis là. Voilà. Et au Brésil, une très forte population africaine au Brésil qui a vécu en circuit fermé et qui reproduit des types de sociétés, de valeurs qu'on connaît en Afrique. Aux États-Unis, on connaît bien, évidemment, on connaît mieux parce que l'Amérique est présente dans tous nos médias, on sait bien. Aux États-Unis, une très forte population d'origine africaine, ce qu'on appelle aujourd'hui les Africains américains, qu'on appelait avant les Noirs, on l'appelle plus comme ça maintenant. Les Africains américains sont les transportés. Donc le monde d'aujourd'hui est en partie façonné par l'héritage de cette histoire. Le blocage économique de l'Afrique et le transfert d'une population d'un continent vers d'autres. C'est extrêmement important. Plus évidemment, là, quelque chose qui ne se mesure pas, mais le racisme, le préjugé racial, qu'on va appeler au XVIIIe siècle le préjugé de couleur. Au départ, ça n'existe pas, mais petit à petit, être noir, c'est être esclave. Et au XVIIIe siècle, je rappellerai dans l'encyclopédie, à l'article noir, on écrit noir, : esclave dans nos colonies d'Amérique. Et on ajoute après, se dit aussi des habitants de l'Afrique. Mais au départ, noir, c'est des esclaves. Et dans les inventaires de plantation, on fait l'inventaire de la population, on va mettre les blancs,
hein, et les Noirs ensemble. Et on ne dit pas esclaves, Noirs, voilà, c'est la même chose. Vous voyez, ça pèse très lourd jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on va appeler le préjugé racial, il existe aujourd'hui et il remonte à l'histoire de l'esclavage. Justement, donc ça a marqué beaucoup notre époque. Justement, on en parle tout de suite après dans la rubrique qui va suivre, parce qu'on parle des articles et justement après le découlé sur notre monde actuel. Et donc je crois que les filles, vous aviez une dernière question. On voulait juste le point de vue de Madame Tasek, si c'est possible, sur cette question. Marcel a tout dit, mais oui, ça a forcément façonné notre société d'aujourd'hui. On a des héritages encore aujourd'hui sur ce sujet, mais oui, évidemment, le transport des populations, la diversité française aussi, et le fait qu'on ait des Noirs en France est en partie lié aussi à l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la colonisation. Donc ça complètement façonné la société française, la société mondiale d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dirais pas qu'on en paye encore les conséquences, mais en tout cas, sur la question du racisme, on le paye lourdement, oui. Moi, j'aurais peut-être une dernière question. Vous ne penseriez pas que la France a un peu un problème avec la mémoire du passé, peut-être ? Alors, c'est un peu une question taboue, là. Avec avec le passé. bah, Je dirais la France, alors, puisque dire la France, c'est dire le pays a un problème avec son passé. Je pense que, malheureusement, aujourd'hui, on a encore énormément de travail à faire sur le fait de regarder son passé. Que parfois, regarder un passé tragique, parfois difficile, on a du mal à l'aborder de manière très tranquille et sans tabou, parce que ce sont des sujets difficiles. Et quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est des millions de Noirs qui ont été mis en esclavage, qui ont été tués, qui ont subi un crime contre l'humanité. Donc je ne dirais pas qu'elle a un problème avec son passé, je dirais surtout qu'elle a des difficultés à l'aborder, qu'elle ne sait pas comment l'aborder et que du coup, parfois, elle préfère l'éviter parce que ça peut être un sujet tabou plutôt que de regarder son passé, justement pour aider à avancer. Et quand on évoque la question du racisme aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas évoquer cette question sans justement parler du passé. Donc il y a tout un travail à faire qui se fait lentement mais sûrement, mais voilà, on a des chercheurs, des historiens, des institutions, des organismes, des associations qui portent ce sujet, qui devraient être, à mon sens, beaucoup plus aidée et portée par l'État, même si elle fait le travail, notamment sur les 20 ans de la loi Taubira et l'ensemble des commémorations qui vont être faites à l'occasion du 10 mai et 23 mai. Elle fait le travail. On travaille à ce que les maires des villes se saisissent de cette histoire, parce que commémorer aussi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire aussi montrer en tout cas aux communes et aux habitants des collectivités qu'il existe cette date nationale, au même titre que les cérémonies combattantes qu'on a l'habitude de faire ou pour lesquelles on ne se pose pas la question. Et je le vois avec le guide qu'on a produit là récemment avec la Fondation à destination des élus pour qu'ils puissent, en tout cas c'est un guide pratique en gros qui leur donne la possibilité de commémorer et comment on organise une cérémonie et toutes les initiatives qu'il peut y avoir autour. En fait, ce kit a été extrêmement bien accueilli par les élus. Donc, il y a aussi une demande de la part des politiques, des élus, de faire. Ils ne savaient pas faire avant, ils ne savaient pas comment faire, mais le fait d'avoir des outils pour le faire permet d'aborder ce sujet. Donc oui, ce sont des sujets difficiles. Oui, la France peut parfois avoir un problème avec son passé, mais l'aborder de manière pédagogique permet en tout cas d'apaiser un certain nombre de choses. Et on y arrive lentement mais sûrement, mais on y arrive. Et est-ce que, à votre avis, garder des statues qui représentent des personnages historiques qui étaient pour ce crime contre l'humanité peut arranger cette situation-là? Moi, je pense que quand on a des statues, on peut parler par exemple de la statue Colbert face à l'Assemblée nationale, qui a écrit le Code noir. Moi, je pense qu'il faut laisser la statue, mais apposer une plaque et expliquer ce qu'était aussi Colbert. Moi, je ne suis pas forcément pour le déboulonnage des statues. Si on doit les enlever, pourquoi ne pas les mettre dans des musées et expliquer ce que c'était? Pourquoi on a retiré cette statue?
Qu'est-ce qui posait problème au niveau du sujet en rapport avec l'histoire de l'esclavage, mais il y a d'autres statuts sur d'autres sujets qui peuvent être aussi retirés. Je les mettrai dans un musée et j'expliquerai. Mais si on décide de le laisser dans l'espace public, c'est d'apposer des plaques et d'expliquer aussi ce qu'était Colbert. Et c'est là aussi le sens de mon action que je mène avec mon association. Quand je lance un appel aux maires en leur demandant de nommer ou de renommer des rues, de donner des noms d'écoles, c'est aussi justement pour mettre en avant des figures héroïques qui ne font pas partie de l'espace public. Et là, c'est à mon sens une réponse à la question des déboulonnages de statues. On ne déboulonne pas, on met une plaque et on explique. Par contre, à côté, on érige une statue de Toussaint Louverture, de Bellay, de Hadiba, des sœurs Nardal aussi, qui ont eu un rôle important sur ces sujets-là. On a beaucoup de moyens de prendre toute l'histoire de France dans sa globalité et de l'inscrire aussi dans l'espace public. Déboulonner, briser, casser, c'est effacer l'histoire. Il faut au contraire que l'histoire soit explicite. Si, alors l'exemple de Colbert est là, bien sûr, mais il y a d'autres exemples. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais dans le 18e arrondissement, il y a une rue, l'Olive, de l'Olive. Alors, il y en a qui ont voulu enlever la rue de l'Olive. Bon, bien sûr, pourquoi l'Olive? C'est Charles Liénard de l'Olive, celui qui a pris possession de la Guadeloupe et de la Martinique, donc qui est à l'origine de la colonisation, de l'esclavage dans cette île. Alors, est-ce qu'il faut l'enlever? Non, il faut mettre une plaque, parce que dans ce quartier, vous avez la rue de l'Olive, à droite la rue de la Guadeloupe, à gauche la rue de la Martinique. Vous enlevez tout, il n'y a plus les Antilles. Et c'est ce que la ville de Bordeaux a fait. La ville de Bordeaux a posé des plaques. Et là, au mois de mai, la ville de La Rochelle fait la même chose. Et là, au mois de mai, ils inaugurent ça le 3 mai. Même s'il y a des noms qui peuvent... alors, dans cette rue de l'Olive, je connais très bien, hein, il y a un café qui s'est appelé à l'Olivier et qui a planté les oliviers dans un bac. Vous voyez? Donc là, on n'y comprend plus rien. Donc merci les filles, merci d'être venues sur le plateau ce soir. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Oui. Super. Merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt. Alors on termine avec la rubrique The Show. Il a fait un travail exemplaire en mettant en avant la transmission et le travail de mémoire à l'école. On regarde et on débat. Donc aujourd'hui, pour le cours d'histoire, on va parler du chemin de fer de Congo-Océan. Okay, donc c'est très simple, c'était un chemin de fer qui servait à transiter les marchandises entre les pays colonisateurs en Afrique. Pour dire ça, tout le monde a compris, il y a des questions, quelqu'un va intervenir? Oui? Mais monsieur, dans le train, il n'y avait pas que des marchandises, il y avait aussi des esclaves et des Africains. Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi on rentre jamais dans le vif du sujet quand il s'agit de l'esclavage? C'est pas au programme. C'est pas au programme, c'est pas encore au programme. Donc on en parlera un jour. Ouais, mais avant les esclaves, ils étaient considérés comme marchandises. Donc en gros, ils ont raison d'être dans le train. Genre de bêtises, toi, tu vois, si c'est pas toi qu'on va mettre dans le train. Vous avez vu? Il m'a tapé. Je vais le dire. Mais on n'en parle jamais de ségrégation. Alors qu'elles ont marqué l'histoire, l'esclavage, 400 ans. Ouais, mais c'est pas au programme. C'est pas au programme et moi-même, je suis pas renseigné sur le sujet, d'accord? D'ailleurs, en parlant de ségrégation, qui peut me dire ce que veut dire ségrégation? Moi, je sais c'est quoi, monsieur? La ségrégation, c'est quand tu prends un peuple, arrête à capter, tu les serres, tu sègres, ça sègre. Et tout quoi? Il y a des lois par rapport à ça. Là, il y a la loi Taubira, il y a des musées de l'Afrique, il y a la commémoration du 10 mai. Mais tout ça, on est très peu à savoir. Aujourd'hui, il y a un passage pour le Wakanda là-bas. Mais monsieur, ça serait sympa un jour d'en faire une sortie. D'aller à la commémoration ou même aller au musée de l'Afrique. J'avoue que la loi, je la connaissais pas avant qu'il m'en parle. C'est une très bonne idée les enfants. Alors je vais m'organiser, je vais tout faire pour qu'on fasse cette sortie. Qu'on puisse aller au moins une des commémorations du 10 mai. Ou à un musée de l'Afrique. Musée de l'Afrique, hein. En tout cas, on va se renseigner sur le sujet, on va apprendre tous ensemble. Ça se fera pire. Alors, moi à l'école, quand il y avait des jours fériés, je me renseignais sur la cause, du coup je faisais mes recherches. Du coup, pensez-vous que si la date du 10 mai était un jour férié, cela serait d'autant plus connu? Je peux répondre. Vous pouvez. J'étais membre du comité Mémoire de l'esclavage quand nous avons proposé au président de la République, M. Chirac, la date du 10 mai.
Après bien des discussions, il y avait d'autres dates, ça a été compliqué. Il a fallu 18 mois pour arriver à la date du 10 mai. Bon, ça a été décidé et on l'a proposé au président de la République. Et la question qui s'est posée à l'époque, faut-il demander que ce soit un jour férié? Le comité de mémoire de l'esclavage a dit non. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés. Beaucoup. Il y a le 8 mai, il y a la Pentecôte, il y a l'Ascension, il y a etc., etc. Si le 10 mai est un jour férié, les écoles seront fermées et tout le monde partira sur les routes en week-end, en vacances, etc. Or, nous avons voulu, et nous voulons toujours, que le 10 mai soit célébré, soit évoqué, soit expliqué, soit commenté dans les écoles. Si vous mettez les élèves dans la nature, dans la rue, on n'en parlera jamais. Ce sera un jour de congé supplémentaire parmi d'autres. Donc le jour de congé, non. Si on faisait un jour de congé et qu'on soit sûr que tout le monde soit dans la rue pour célébrer l'abolition de l'esclavage, d'accord, mais ça ne sera pas le cas. Imaginez que le 10 mai tombe un jeudi, vous allez avoir jeudi, vendredi, samedi, dimanche, férié. Un grand pont, un viaduc on appelle ça. Tout le monde sur les routes et personne dans les écoles. Donc on a voulu, nous, on a écarté l'idée que ce soit un jour férié pour ne pas, en quelque sorte, faire disparaître la spécificité de cette fête. Aïssata, je crois que vous n'avez pas l'air d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord, je le rejoins sur le fait que avec le 8 mai c'est compliqué d'avoir un 10 mai jour férié, mais moi je pense que justement si on a envie de mobiliser la population, notamment autour des commémorations, il faut qu'on puisse avoir un jour férié autour de ce sujet. Il se trouve que c'est le 10 mai, que juste avant on a le 8 mai et qu'effectivement ça ferait des longs week-ends et des longs ponts et qu'on pense que on mobilisera pas l'ensemble des Français autour de ces sujets. Moi je pense que si le 10 mai devient un jour férié, on pourra déjà mobiliser les médias et que la commémoration nationale soit retranscrite en direct dans les médias. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est retranscrit mais dans les médias ultramarins, mais dans les journaux télévisés, etc. Elles ne sont pas retranscrites comme elles devraient l'être, notamment pour la cérémonie du 8 mai ou du 11 novembre. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait important d'avoir une journée fériée. On mobiliserait les collectivités. Pour les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, quoi qu'il arrive, on arrive aussi à mobiliser les écoles. Dans les cérémonies, moi, que j'ai eu à diriger quand j'étais maire adjointe en charge des politiques mémorielles à Bondy, le 8 mai et le 11 novembre, j'avais les écoles, j'avais les associations, j'avais les structures d'éducation populaire qui y participaient. Certes, ça demande un effort supplémentaire parce qu'il faut des autorisations d'absence avec les parents d'élèves et qu'il faut s'organiser. Mais en fait, c'est une date qui revient chaque année. Donc, on peut s'organiser même 6 mois à l'avance. Donc, pour moi, la difficulté qu'ont les communes aujourd'hui de ne pas avoir de jour férié pour commémorer, c'est de pouvoir mobiliser la population. Et souvent, quand elles font leur cérémonie le 10 mai et que ça tombe en semaine, malheureusement, on a des élus, quelques associatifs, mais quasiment pas de population. Alors que si c'est un jour férié, là, on peut mobiliser la population autour de ce jour férié. Donc voilà, c'est vrai que je reste... Les avis sont partagés. C'est des avis partagés, on ne peut pas être d'accord Elle a un point de vue plus optimiste que moi. J'ai un point de vue plus optimiste. Je crains, nous craignions à l'époque, qu'un jour férié soit un jour de congé supplémentaire et les gens partent, et surtout les écoles fermées. Donc après, on a 2 dates nationales et il ne faut pas qu'on oublie. On a le 10 mai et on a le 23 mai. Donc le 10 mai qui commémore l'abolition de l'esclavage et le 23 mai qui rend hommage aux victimes de l'esclavage. Donc 2 dates nationales inscrites dans le calendrier national. Les communes peuvent se saisir de ces 2 dates pour organiser des cérémonies. Donc parfois, elles le font en fonction de si ça tombe un samedi ou un dimanche pour mobiliser un maximum la population. Bon, c'est compliqué. Après, on a des communes qui ne le font ni le 10 mai ni le 23 mai. On a des communes qui ne le font pas du tout. On a des communes, parce qu'elles veulent mobiliser la population, le font pendant le mois des mémoires, entre le 27 avril et le 10 juin. Et là, donc, elles organisent leur cérémonie un mercredi après-midi ou un samedi. Voilà. Mais voilà, moi, je prône le jour férié, mais là, c'est à titre personnel. Aïssata. Je tiens à le préciser. Super. C'est bien. Alors j'ai une question, vous pouvez répondre tous les deux. L'article 1er de la loi reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que cela implique juridiquement, selon vous? Je crois que, je ne suis pas juriste, mais je crois que les conséquences, les implications juridiques, il n'y en a pas. Okay. Puisque c'est un crime contre l'humanité, sans criminels, puisque les criminels sont tous morts depuis longtemps,
les marchands d'esclaves, les colons, etc., etc. Le crime n'est pas héréditaire, le crime ne se transmet pas de génération en génération. Donc voilà, c'est une proclamation symbolique extrêmement importante, mais qui n'a pas de conséquences juridiques, qui n'a pas de conséquences pratiques en quelque sorte. Mais la conséquence, c'est effectivement de mettre sur le devant de l'actualité, dans les médias, en espérant qu'ils jouent le jeu, ce fait que transporter des millions d'hommes d'un continent à un autre, enchaînés à fond de cale dans un bateau, c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Le concept, je rappelle, a été créé en 1944 au tribunal de Nuremberg. Avant, ça n'existe pas. Alors, ce n'est pas tout à fait aussi simple, puisque déjà, à la fin du XVIIIe siècle, dans le mouvement anti-esclavagiste, il y a Mirabeau, par exemple, qui a qualifié l'esclavage de crime des nations. Crime des nations. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Crime des nations. C'est les États qui organisent. Les nations qui organisent, donc crime des nations. Bon, les nations, c'est l'humanité. Mais à l'époque, le concept n'existait pas. Alors, les conséquences pratiques, juridiques, il n'y en a pas. Mais conséquences en quelque sorte symboliques, morales, psychologiques sont énormes. Du coup, en fait, concrètement, grâce aux médias, à la sphère scolaire, au cercle familial ou amical, comment pouvons-nous honorer cette mémoire ? Il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, comme vous le faites aujourd'hui, c'est extrêmement important. Vous allez pouvoir le diffuser auprès des jeunes, auprès de la population. Il y a de participer aux cérémonies commémoratives. Ça aussi, c'est extrêmement symbolique, mais c'est important parce qu'on commémore, parce qu'on honore aussi cette histoire et qu'on n'oublie pas qu'elle a existé et qu'elle fait partie de l'histoire de France, qu'elle fait partie de notre héritage. Donc c'est important, mettre en place des actions, porter des projets autour de la jeunesse et en parler autour de vous. Ça aussi, c'est important. Quand vous interrogez des gens dans la rue et que vous leur posez la question de savoir s'ils connaissent la date du 10 mai, c'est aussi un acte fort et symbolique que de le faire. Donc, continuer les actions que vous menez et faire en sorte d'en parler autour de vous, d'être acteur aussi de cette histoire et de participer à toutes les initiatives qui peuvent être menées à la Courneuve, au niveau national, de faire des voyages. Il existe aussi des parcours pédagogiques, on n'en a pas parlé, mais on a des parcours pédagogiques qui existent et vous pouvez vous en saisir. Vous en avez un en Seine-Saint-Denis, il y a le Paris Noir, il y a plein d'institutions françaises qui rappellent ces sujets. On a des œuvres au musée du Louvre aussi qui font référence à cette histoire. Donc il y a vraiment plusieurs volets par lesquels on peut apprendre de cette histoire. Il y a le volet culture, il y a le volet citoyenneté à travers les commémorations, il y a bien évidemment l'éducation à travers les manuels scolaires et bien évidemment de poser la question à vos enseignants et de les titiller un petit peu sur le sujet, de savoir comment on peut en parler plus. Voilà, il y a vraiment plusieurs moyens de le faire et aujourd'hui en tout cas vous l'avez fait de manière excellente et c'est extrêmement important pour notre jeunesse. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à nos invités, à Aïssata Seck, Marcel Dorini. Un grand merci aussi à nos chroniqueurs et chroniqueuses. À nos cadreurs, à la Maison du Peuple Guy Moquet qui nous a accueillis ce soir, au journal Regard et enfin à la ville de la Courneuve en général. Et n'oubliez pas, n'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la.